En 3 ans, les banques centrales du monde entier ont acheté près de 3000 tonnes d'or et du Bitcoin, pas un gramme, pas un Satoshi, zéro. Pourtant, dans le même temps, Abu Dhabi, Harvard et BlackRock ont commencé à en acheter. Alors, qui a raison? Les banques centrales qui ignorent Bitcoin ou les institutions qui y rentrent? J'ai pris les données de Bloomberg, JP Morgan et Fidelity et la réponse n'est pas celle que vous croyez. Commençons par une question simple. D'où vient cette idée que Bitcoin est potentiellement de l'or digital? Alors, sur le papier, la comparaison tient. Bitcoin a une offre fixe plafonnée à 21 millions d'unités. Ça ne bougera jamais. L'or est aussi rare, mais sa rareté est géologique, pas mathématique. On pourrait découvrir un nouveau gisement demain. Pour le coup, sur Bitcoin, non. 21 millions, c'est gravé dans le code interne. Ensuite, Bitcoin n'est contrôlé par aucun État, aucune banque centrale. Il est transportable instantanément, divisible à l'infini et aussi il résiste à la censure. Si vous avez votre clé privée, personne ne peut vous empêcher d'y accéder, contrairement à si vous avez par exemple des métaux précieux dans un coffre, de l'or dans un coffre en Suisse ou en France. Ça peut parfois avoir des problèmes pour accéder à ces biens physiques. Donc oui, sur le papier, les cases sont cochées et c'est exactement pour ça que l'expression or digital a été inventée. D'ailleurs, Kate Grossman, le président de MoonPay, une des plus grosses entreprises de paiement crypto, l'a dit très clairement. L'appellation or digital, c'était un angle marketing, en tout cas initialement, conçu pour rendre Bitcoin compréhensible au grand public. Ça ne veut pas dire que c'est faux, ça veut dire que ce n'est pas prouvé. Et c'est ça qui fait surtout la différence. C'est un narratif et c'est pas un fait. C'est aussi l'angle marketing a été inventé pour que Bitcoin soit comparable à quelque chose, qu'on ait, on va dire, des critères de comparaison avec un autre actif, qu'on puisse le classifier autrement, du moins qu'on puisse au moins le classifier, parce qu'on ne sait pas vraiment si c'est une réserve de valeur, si c'est un actif. Voilà, en tout cas, c'est ni une action, ni de l'or. C'est quelque chose qui est complètement différent. Et justement, alors maintenant, on va faire ce que personne ne fait, on va vérifier. Alors voici le test le plus simple qu'on puisse faire. Un actif refuge par définition, c'est un actif qui vous protège quand tout le reste s'effondre. Si Bitcoin est l'or digital, il devrait se comporter comme l'or en période de crise. On a 3 crashs, test grandeur nature. Le premier test, c'était en mars 2020, le Covid. Les marchés mondiaux s'effondrent, l'or perd environ 10% sur quelques jours. Une baisse, mais contenue. Pour Bitcoin, ça a été plus violent, on parle de moins 50% en quelques jours, pas en quelques mois, mais vraiment en quelques jours. Au moment précis, vous aviez besoin de protection, Bitcoin a amplifié vos pertes. Le deuxième test intéressant, c'était aussi le marché baissier de 2022. La Fed remonte les taux, l'inflation explose, le Nasdaq lui aussi dévisse, l'or finit le 4e trimestre en hausse de 8%, le Bitcoin lui il va faire moins 77% depuis son sommet. Alors bien évidemment que c'est un marché baissier, c'est cyclique et c'était potentiellement prévisible, mais si on veut en tout cas le comparer à une réserve de valeur, il va falloir qu'il nous prouve un petit peu plus. Donc vous voyez, moins 77% depuis son plus haut, là c'est même pas une correction, c'est quasiment une destruction de valeur. Le troisième test, c'était la crise des tarifs douaniers en 2025 et selon les données de JP Morgan, Bitcoin a chuté de 29% pendant que l'or montait. Donc c'est le même schéma pour la 3e fois consécutive et ce n'est pas un hasard. Les données de Bloomberg et Van Eck montrent que Bitcoin est structurellement 3 à 5 fois plus volatile que l'or, quelle que soit la période qu'on regarde, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Mais le chiffre le plus révélateur, c'est celui en période de stress, là où il y a de l'incertitude. La corrélation entre Bitcoin et le Nasdaq monte à 0,72. Bon, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les ratios de corrélation, ça veut dire que quand on atteint 1, c'est un mouvement parfaitement identique. Donc en gros, ça répliquerait potentiellement du 1 pour 1 entre le Nasdaq et le Bitcoin. Là, on est à 0,72. Donc on a quand même déjà une corrélation qui est très forte. Ça veut dire que quand les marchés tech
chute, Bitcoin chute avec eux. Il ne se comporte pas comme de l'or, il se comporte comme une action technologique et c'est pas moi qui le dis, c'est ce que montre Michael Cugino, gestionnaire du Permanent Portfolio Fund avec 40 ans d'expérience et il a dit Bitcoin est plus proche d'un Nvidia que d'un lingot d'or. Alors à ce stade, vous pourriez dire c'est réglé, Bitcoin n'est pas l'or digital et fin de l'histoire. Sauf qu'il y a un problème avec cette conclusion parce que si Bitcoin n'était qu'un actif tech volatile sans intérêt patrimonial, il faudrait m'expliquer pourquoi les investisseurs les plus sophistiqués de la planète sont en train d'en acheter, de rentrer progressivement sur la blockchain. Depuis janvier 2024, les ETF Bitcoin Spot aux États-Unis ont attiré près de 56 milliards de dollars de flux net. C'est quand même assez important. 56 milliards, du coup, en comparaison, les ETF or sur la même période, c'est environ 20 milliards. Donc, on parle quasiment de 3 fois plus d'entrées sur les ETF Bitcoin que sur les ETF or sur cette même période. Bitcoin a capté presque 3 fois plus de capitaux que l'or en 2 ans et ce ne sont pas des spéculateurs sur Twitter. Regardez les noms. Harvard, la plus grande dotation universitaire au monde, 57 milliards de dollars d'actifs. Parmi toutes les positions qu'il déclare sur les marchés américains, la plus grosse ligne, non, c'est pas Apple, c'est pas Microsoft, c'est Bitcoin avec 443 millions de dollars. Abu Dhabi, à travers 2 de ses fonds souverains, a accumulé plus d'1 milliard de dollars en ETF Bitcoin. Donc, ce sont des gens qui gèrent des centaines de milliards de pétrodollars avec un horizon de 30 ans. Le Luxembourg aussi est devenu le premier pays européen dont le fonds souverain a officiellement alloué en Bitcoin 1% de ses actifs. Je suis d'accord que c'est pas énorme et que c'est plutôt symbolique en montant, mais c'est quand même un signal institutionnel majeur. Et la liste continue, les fonds de pension du Wisconsin est entré, celui du Michigan aussi. Des assureurs suisses proposent du Bitcoin dans leurs produits retraite, mais et c'est là que ça devient intéressant. Regardez la taille de ces positions. Harvard, Abu Dhabi, Luxembourg. Les pensions, dans tous les cas, c'est moins de 1% de leurs actifs totaux. Donc, moins de 1%, ce sont des allocations exploratoires. Donc, c'est vraiment une expérimentation, pas des convictions. Ils y sont, mais voilà, du bout des doigts, c'est à peine. Alors, si les données du marché disent que Bitcoin n'est pas encore un refuge et que même les institutions n'y mettent que 1%, pourquoi y sont-ils quand même? Qu'est-ce qu'ils croient que les chiffres seuls ne montrent pas? Ce qu'ils voient, c'est que Bitcoin fait des choses que l'or est structurellement incapable de faire. Première chose, Bitcoin est auditable en temps réel. N'importe qui, n'importe où dans le monde peut vérifier à la seconde près combien de Bitcoin existent, combien ont été échangés et où ils se trouvent sur le réseau. Également aussi combien de Bitcoin ont été minés. Si vous avez suivi un petit peu les actualités, plus de 20 millions ont été émis sur la globalité des bitcoins. Donc, il reste moins de 1 million aujourd'hui à miner, donc à émettre dans l'offre en circulation. Et l'or aussi, comme le dit Yves Chouefati, un des plus grands gérants d'actifs français, on ne peut pas vérifier un stock d'or sans le faire fondre. C'est un problème que l'humanité traîne depuis des siècles. Et pour le coup, Bitcoin le résout. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire, pas de coffre, pas de banque, pas de dépositaire. Et ça, c'est un point que beaucoup de gens sous-estiment parce qu'aujourd'hui, il existe de l'or tokenisé, de l'or numérique sur la blockchain. Et vous pourriez dire, le problème est résolu, on a le meilleur des deux mondes, sauf que non, comme l'explique aussi Kate Grossman de MoonPay, l'or tokenisé, c'est un jeton qui représente de l'or stocké dans le coffre d'une banque, donc on n'en est pas propriétaire réellement. Si la banque ferme, si le pays en question saisit l'or, votre jeton ne vaut plus rien, c'est une créance déguisée en propriété, alors que Bitcoin, lui, ne dépend de personne. Et c'est là qu'on arrive au point le plus profond. Posséder du Bitcoin, c'est posséder un secret mathématique, une clé privée. Si vous la détenez, personne, aucun État, aucune banque, aucune institution ne peut vous empêcher d'accéder à votre Bitcoin. Également, l'Éric Larchevêque, le fondateur de Ledger, appelle ça une propriété privée absolue, insaisissable, transportable, inviolable. Essayez de dire ça d'un compte bancaire ou même d'un lingot d'or. Bitcoin n'est peut-être pas encore une réserve de valeur
au sens classique, mais c'est déjà quelque chose que l'or ne sera jamais une infrastructure de souveraineté financière. Et c'est peut-être pour ça que les institutions commencent à regarder Bitcoin différemment au-delà des chiffres de volatilité. Alors, le verdict, Bitcoin est-il l'or digital? Voici ce que disent les sources les plus crédibles que j'ai trouvées. Fidelity Digital Asset, un des plus grands dépositaires crypto au monde, a publié une étude en 2024 où ils utilisent une expression très précise pour décrire Bitcoin. Ils appellent ça une réserve de valeur aspirationnelle. Donc aspirationnelle, ça veut dire Bitcoin voudrait être une réserve de valeur. Il a les propriétés pour le devenir, mais ce n'est pas encore prouvé par les faits. BlackRock, lui, le plus gros gestionnaire d'actifs au monde, 10 000 milliards de dollars sous gestion, recommande un maximum de 1 à 2% de Bitcoin dans un portefeuille. Au-delà, selon eux, le risque augmente de façon disproportionnée, 1 à 2%. Donc voilà, pas de all-in. La recherche académique confirme en tout cas ces pourcentages. J'ai aussi analysé 8 études publiées entre 2022 et 2025 dans des revues à comité de lecture. Le consensus est clair, un Bitcoin peut protéger dans certaines crises. Par exemple, pendant la faillite de la Silicon Valley Bank en 2023, il a mieux performé que l'or. Et après, c'était aussi dans le cycle de Bitcoin, on était plutôt en sortie de marché baissier. Mais bon, voilà. Mais ce n'est pas systématique. Dans les 3 plus gros crashs des 5 dernières années, il a chuté en tout cas à chaque fois. Et le signal le plus fort, c'est peut-être celui des banques centrales quand la Chine, la Pologne, l'Inde, la Turquie veulent se protéger. Quand ils veulent du vrai refuge, ils achètent de l'or et non du Bitcoin. 1000 tonnes par an, pas un seul Bitcoin. Aucune banque centrale majeure au monde ne déclare de Bitcoin dans ses réserves officielles. Aucune. Alors non, Bitcoin n'est pas l'or digital, du moins pas encore. Mais ce n'est peut-être pas le bon cadre pour le regarder. Bitcoin est quelque chose que l'or ne sera jamais, une infrastructure de souveraineté financière auditable, sans intermédiaire et surtout sans frontières. Et le fait que des Harvard, Abu Dhabi et BlackRock commencent à s'y exposer, même prudemment, c'est un signal, en tout cas, que personne ne peut ignorer. Et mon verdict personnel, Bitcoin mérite une place dans une allocation globale, mais une place qui reflète ce qu'il est aujourd'hui, un actif en transition, pas une certitude. Ceux qui y croient le plus au monde y mettent moins de 1%. Votre allocation devrait refléter cette prudence, ou elle devrait aussi refléter vos convictions dans cet actif. Voilà, c'est mon analyse. Maintenant, j'aimerais avoir la vôtre. Est-ce que pour vous, Bitcoin a le potentiel de devenir une réelle réserve de valeur, ou est-ce qu'on est en train de se raconter tous une histoire? Dites-moi ça en commentaire, hein. C'est un sujet où personne n'a la réponse définitive aujourd'hui, mais le débat est aussi important que l'analyse. Donc si cette vidéo vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. Ça m'aide énormément pour développer la chaîne. Et si vous voulez aussi comprendre comment intégrer concrètement Bitcoin dans un portefeuille patrimonial global, n'hésitez pas à parcourir les autres vidéos de ma chaîne. En tout cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!